Pays encore secret, l'Éthiopie est une destination de voyage mystérieuse et surprenante. Ce pays possède un héritage chrétien orthodoxe millénaire et préservé, avec des églises rupestres perchées dans les montagnes du Tigré, celles monolithiques de la Libella, d'autres circulaires au bord du lac Tana. Dans les montagnes escarpées du Simien, ce sera l'occasion de découvrir les fabuleux singes Gelada, endémiques de ce pays dans les paysages somptueux de l'Abyssinie. C'est ici que le grand rift africain a donné naissance à des décors lunaires et improbables. Des volcans, des montagnes, des lacs salés et des déserts dans la fournaise du Danakil, avec des habitants étonnants, les Afars. Pour moi, l'animation des bords de route, la beauté des marchés ruraux représentent une grande part de l'intérêt du voyage. Voilà pourquoi je suis tombé sous le charme de cette Abyssinie. Nous voilà partis pour une balade en Abyssinie. Ce nom d'Abyssinie renvoie à un certain imaginaire, une contrée un peu mystique, celle du royaume de la reine de Saba. Nous sommes dans le berceau historique du pays, dirigé autrefois par le grand Négus. J'apprécie cet ancien nom de l'Éthiopie. Pour dialoguer, nous apprendrons quelques mots d'amharique, la langue officielle du pays. Celle-ci dérive d'une langue très ancienne, le Gèze. Étonnamment, cette langue survit toujours dans le domaine liturgique et les sciences. La voiture, dans ce vaste pays, permet de s'imprégner lentement de la vie locale. J'aime me laisser porter par le voyage lui-même, le vivre à chaque instant, à chaque virage. La voiture est synonyme de liberté, et la route est toujours pleine de surprises et d'agréables rencontres, avec le plaisir de s'arrêter pour observer. Le temps des moissons est arrivé et les zébus battent le teff que l'on ne trouve qu'en Éthiopie. Cette céréale est l'ingrédient de base de l'injera, une sorte de galette garnie caractéristique de la cuisine du pays. La plus vaste étendue d'eau d'Abyssinie est une véritable mer intérieure, couvrant 3500 km². Le lac Tana est parsemé de 37 îles qui furent le refuge d'importantes communautés monastiques. Notre balade nous conduit près de l'embouchure d'une île bleue, où nous surprendrons des hippopotames qui se prélassent. La faune y est riche. Je m'émerveille devant les barques faites en papyrus, les tanquois. Malgré sa frêle apparence, cette pirogue traditionnelle est insubmersible. Sa durée de vie est courte, quelques mois. Heureusement, il ne faut qu'une journée pour construire un tanquois. La beauté naturelle du site est une chose. L'intérêt du lieu l'est aussi pour ses monastères séculaires, passionnants pour leur peinture. Nous découvrirons les églises circulaires d'Azwa Mariam et Ura Kiden Meret dans la péninsule de Zégué. En débarquant, la première rencontre avec les prêtres portant la croix orthodoxe nous donne l'impression de remonter le temps. La plupart des monastères datent de la fin du XIIIe. Par contre, les églises sont beaucoup plus récentes. L'édifice est en pisé, surmonté d'un toit conique de chaume, et flanqué au sommet d'une grande croix décorée d'œufs d'autruche, symbole de la résurrection. À l'intérieur, une deuxième enceinte circulaire crée une sorte de déambulatoire. L'espace central est réservé aux officiants et abrite les tabotes, connues comme les tables de la loi.
Les peintures murales incarnent la forme la plus bigarrée, vivante et pleine d'humanité de l'art éthiopien. Elles offrent un condensé de l'histoire sainte, de la martyrologie et des traditions locales. Which one? Bahar Dar, au bord du lac, est souvent décrite comme la Riviera éthiopienne. Ses larges rues plantées de palmiers, sa vaste perspective sur les eaux bleues miroitantes du lac y font un peu penser. Il suffit de s'éloigner du rivage pour retrouver l'activité bourdonnante des villes. Se prélasser un moment au bord du lac est un incontournable. C'est l'occasion de se poser au bord de l'eau à une table et à apprécier une boisson face à la faune et flore du lac et toute cette vie grouillante. J'ai plus abdominaux, ne m'inquiète pas. Un marché aux poissons rudimentaires se tient dans le village de Hutte de Terre derrière l'église Saint-Georges. Des Tanquois déchargent la pêche le matin. Le pêcheur posera ensuite sa pirogue debout contre un arbre. C'est la seule façon de le faire sécher et prolonger sa durée de vie. Enggak nanti tambah sangga banyak. Ya. San, nara terus apa? Yani. Tea, chai. Tea special with cinnamon, with cardamom. Excuse me, cardamom. La cité de Gondar possède des richesses architecturales qui témoignent de son riche passé.
Au cœur de la ville, le palais de Fasilidas domine tous les autres bâtiments. Mona Lisa. Mona Je Lisa. compte. Oui. L'intérêt principal est l'église d'Hébré Biran Sélassié, cernée de hauts murs de pierre. La richesse de son décor pictural la rend célèbre. Le plafond en bois est peint de 80 visages de chérubins dont les regards écarquillés semblent suivre le visiteur. Les murs s'ornent d'une iconographie extrêmement riche. L'enceinte royale possède de nombreux palais médiévaux comme les bains de Fasilidas. Avec ses paysages naturels composés de profonds canyons et de reliefs acérés, les monts Simien comptent parmi les plus belles chaînes de montagnes du continent africain. Le Ras Dachen culmine à 4500 mètres. Le Simien présente des contours déchiquetés particulièrement spectaculaires. Ces célèbres pitons abrupts correspondent aux conduits de lave solidifiés d'anciens volcans. Nous avons convenu d'une randonnée dans le parc national. Nous marchons sur un sentier facile le long de l'escarpement nord qui offre de magnifiques points de vue sur les falaises abruptes du massif. C'est en bonne compagnie là. Toujours, hein. Tu me prends en bonne compagnie. Après avoir passé le camp de Sankaber, nous arrivons à l'abysse de Guiche, un endroit vertigineux où se trouve une chute d'eau de près de 500 mètres de haut. Malgré le peu d'eau en cette saison, l'endroit est très spectaculaire. Le parc sert de refuge à d'importantes populations d'animaux sauvages. Nous y observerons le gélada. Ce singe endémique à l'Éthiopie se rencontre sur tous les hauts plateaux, au-dessus de 3000 mètres. Les géladas peuvent facilement être observés en colonies de quelques centaines d'individus. Ils s'épouillent nonchalamment et grattent le sol à la recherche de nourriture. Les mâles imposent par leur imposante crinière. La plus frappante de leurs caractéristiques est la zone rouge en forme de cœur dépourvue de poils qui se trouve sur la poitrine. D'où le nom poétique de babouin au cœur qui saigne. Sur cette route pour Aksum, les paysages impressionnent, tant par leur diversité que par leur splendeur. On passe d'une altitude extrême à plus de 3000 mètres pour descendre dans des canyons, puis remonter. Tout cela en passant par des montagnes verdoyantes et des villages pleins de vie, avec une jeunesse joyeuse. Le café Ubuna est le symbole d'hospitalité. Sa préparation traditionnelle fait l'objet d'un véritable cérémonial où les graines vertes sont torréfiées puis infusées à plusieurs reprises.
Aksum, ville isolée à l'extrême nord du pays, est le berceau d'une des plus importantes civilisations de l'histoire éthiopienne, le royaume aksumite. À son apogée, son rayonnement s'étendait du Yémen au Soudan. La légende fait d'Aksum la capitale du royaume de Saba. La région d'Aksum compte plusieurs centaines de stèles et d'obélisques dont la symbolique, le mode d'élévation et le transport soulèvent encore de nombreuses questions. Si certains blocs monolithiques ont été taillés sur place, d'autres proviennent d'une carrière située à 4 km de la ville. La ville ancienne d'Aksum abrite le trône de la reine de Saba, que l'on dit avoir régné 1000 ans avant Jésus-Christ. Son union éphémère avec le roi Salomon de Jérusalem aurait donné naissance à un fils, Ménélik, fondateur de la dynastie royale des Ménélides. Celui-ci, lors d'un voyage pour voir son père, aurait dérobé l'arche d'alliance à Jérusalem. Voilà pourquoi Aksum demeure le centre spirituel religieux d'Éthiopie, car elle abriterait la relique sacrée précieusement gardée dans une église. Nous allons rejoindre Hausen, qui sera le point de départ pour découvrir les églises rupestres du Tigré. Cette région héberge une partie essentielle du patrimoine religieux éthiopien. Pas moins de 120 églises rupestres sont recensées. Ces monuments sont accrochés au cœur des montagnes escarpées, à des parois de falaises abruptes ou sur des pitons rocheux vertigineux. Le marché de la ville de Hausen est hebdomadaire. Ce sont les paysans venus des villages proches et éloignés qui animent ce lieu. À l'origine, ils écoulaient leur surproduction pour obtenir des produits usuels, comme le sucre. Le marché joue également un rôle social et culturel essentiel, du fait des liens et des relations qui se tissent entre les populations rurales et citadines. Les villageois viennent de lieux souvent éloignés et marchent plusieurs heures pour rejoindre la ville. C'est un élément central de la vie sociale et l'occasion pour les ruraux de se rencontrer, de montrer le dernier petit enfant, de palabrer. Des centaines d'étals installés sous des bâches multicolores proposent toutes sortes de marchandises.
Oh bah dis, toi t'as de la chance. Pour atteindre les lieux de culte, nous devons souvent affronter de longues marches suivies de montées abruptes. Mais nous sommes récompensés, tant est grande la valeur historique et artistique de ces édifices troglodytes, remontant parfois aux premiers temps de l'Abyssinie chrétienne. L'accès à l'église d'Abouna Abraham se mérite. Pour moi, c'est la beauté des sites qui me fait avancer. L'église date du XIVe siècle. L'intérieur est décoré du sol au plafond. Murs et piliers sont couverts de peintures sur roche. Un tunnel donne accès à une petite chapelle, considérée comme le lieu de prière du saint fondateur. L'accès aux églises de Mariam Korkor et Abouna Daniel est pour le moins sportif. Après une marche à travers les champs, au pied de la falaise, on amorce l'ascension au travers d'une étroite faille volcanique, dans laquelle est creusé un escalier naturel, en prisme de basalte. Après avoir atteint un premier palier, on continue de grimper le long de la roche par un sentier vertigineux. Ouais. Comment tu veux que le bon Dieu m'aide avec ma vie? Après une heure d'escalade, la façade bariolée de l'église apparaît. Nul n'imaginerait trouver là cet édifice construit sous la forme d'une basilique entièrement taillée dans le roc et décorée de fresques byzantines du XIIIe siècle, illustrant la Genèse et la vie du Christ. Il faut avoir le cœur bien accroché lorsque l'ermite vous entraîne au bord de la falaise d'environ 500 mètres de haut. Pas de parapet. La chapelle d'Abouna Daniel, creusée dans la roche, se trouve au bout de cette étroite corniche. On peut à peine y pénétrer, tellement la porte est étroite. Vertige mis à part, le panorama est sublime. No problem. Monsieur l'idée. The other coffee pot, there is outlet. Chin chin, si. Le parcours pour nous rendre dans la ville de Abiadi est une merveille, avec les chaînes de montagnes du Geralta, où apparaît à chaque virage une variété de pitons, d'aiguilles multiformes et de parois de grès rouge dominant une plaine aride.
Les Éthiopiens marchent énormément. Le long des routes, et particulièrement les jours de marché, on croise des files ininterrompues de ruraux se rendant à la ville. C'est l'occasion de s'arrêter et d'observer. Sur les marchés, ça crie, ça vit. Le marché d'Abiadi n'échappe pas à la règle. Le marché, connu pour son ambiance et ses couleurs, est un lieu vivant qui anime la totalité de nos sens. Les marchandages, le vacarme des déballages et les palabres créent une atmosphère sonore agréable. Les couleurs inondent le marché, si bien qu'en quelques secondes, nos yeux plongent du rouge vif des tomates dans l'arc-en-ciel d'un étal de tissu ou de sandales colorées. Enfin, le marché est un ensemble d'odeurs, envoûtantes lorsque l'encens se faufile d'étal en étal, relevées quand les épices se mélangent au doux parfum des fleurs, âcres comme l'odeur du poisson séché. Welcome, Church Gannat Maryam. Je vais quitter à regret cette région du Tigré. Nous reprenons la route pour rejoindre tranquillement le pays Afar et la dépression du Danakil. Nous nous éloignons de ces paysages montagneux pour s'approcher et longer la bordure des hauts plateaux. L'animation est permanente et les haltes bienvenues. Que de bons moments à savourer. Les Afars vivent sur un vaste territoire, grand comme le quart de la France. Ce triangle débute à Awash au sud, est compris entre les contreforts des hauts plateaux éthiopiens d'un côté et la mer Rouge de l'autre. Les Afars seraient peu nombreux, guère plus d'1 million. Ceux-ci sont principalement des éleveurs nomades. Ils élèvent des chameaux mais aussi des chèvres, des moutons et du bétail. Quand il faut se déplacer avec le troupeau vers de nouvelles sources de nourriture, les huttes sont simplement démontées et transportées à dos de dromadaires.
Entretenue par les récits des premiers explorateurs, la réputation de férocité des Afars devint presque légendaire. Le fait qu'ils aient pu survivre dans une des régions les plus inhospitalières du monde a également contribué à forger leur réputation d'invincibilité. Cette zone, considérée comme hostile et dangereuse, a tenu les voyageurs à l'écart et continue à inspirer une certaine crainte aux Éthiopiens. Pour se déplacer dans ce territoire, il nous faudra toujours obtenir des autorisations qui se monnaient, avec l'obligation de prendre des guides, Afars bien sûr, et des hommes armés chargés de notre protection. La découverte se monnaie. La dépression du Danakil est considérée comme l'une des régions les plus inhospitalières du monde. Il s'agit d'une large vallée d'effondrement, énorme cassure de l'écorce terrestre, dont le fond se situe sous le niveau de la mer. Volcanique et toujours en activité, la zone a été à plusieurs reprises envahie par les flots de la mer Rouge. À chaque fois, des coulées de lave ont fait barrage, formant un lac isolé. L'eau résiduelle s'est évaporée et le sel est resté. Les températures ici peuvent atteindre près de 60 degrés. Les points d'eau quasi inexistants. Le contrôle de la dépression du Danakil appartient actuellement aux Afars autochtones. La piste descendait au plateau, de 2000 mètres d'altitude vers le point le plus bas de la dépression, à moins 116 mètres sous le niveau de la mer. Nous arrivons au village d'Amedela en fin d'après-midi. Le coucher du soleil n'apporte guère de fraîcheur. Ce village s'anime le soir avec l'arrivée des chameliers, leurs caravanes de chameaux, ainsi qu'avec le retour des ouvriers du sel. Le village est le lieu de campement pour les chameaux et le dortoir pour les travailleurs. Ce sera l'occasion de négocier les quantités et le prix du sel qui sera extrait le lendemain au lac Karoum. Les mineurs partent avant l'aube. À 6 km du village commence la banquise de sel, immense dalle brunâtre, totalement plate et couverte d'une couche de limon, qui, humectée par une maigre rosée, glisse comme une patinoire. Les hommes, pieds nus, se mettent au travail, économisant leurs gestes. Le chantier est déjà labouré sur des centaines de mètres, et les ouvriers, armés de pieux grossièrement taillés, les enfoncent dans les interstices du sol. Puis en ligne, ils pèsent ensemble sur ces leviers pour en décoller des blocs. Ils sont parfois 10 à déplacer d'énormes plaques de sel de 5 à 8 cm d'épaisseur. Interviennent ensuite les coupeurs. Avec une hache aiguisée, ils débitent les plaques en blocs irréguliers de 60 à 80 cm de longueur. Enfin, les tailleurs façonnent à la hache ou à l'herminette chaque plaque en briquettes d'environ 50 cm sur 25. Puis ils les arrasent sur toutes les faces, dégageant le sel de sa gangue de limon, jusqu'à obtenir des morceaux parfaits et propres, pesant chacun une douzaine de kilos. Les dromadaires ont déjà rejoint le chantier et attendent patiemment la phase délicate du chargement. Chaque brique de sel est attachée avec une corde dont on enfile la boucle sur une des branches du bas.
Une vingtaine de plaques sont suspendues sur les flancs de la bête, qui sera, à chaque halte, prestement déchargée. 400 à 800 dromadaires circulent ainsi chaque jour dans la dépression du Danakil. Sans doute exploité depuis la nuit des temps, ces mines auraient appartenu à la reine de Saba. Cette fabuleuse réserve naturelle est pourtant bien loin d'être épuisée. Le dépôt salé s'étend en effet sur 1200 km² et mesure près de 2000 mètres d'épaisseur. À quelques kilomètres de l'extraction du sel, juste avant la frontière de l'Érythrée, le Dalol ou montagne du diable offre des paysages magiques et diaboliques. Dalol, c'est une île volcanique au cœur d'un lac de sel. L'altitude du sommet est négative, 82 mètres sous le niveau de la mer. Ce décor aux couleurs irréelles est créé par les eaux de pluie des hauts plateaux éthiopiens qui s'infiltrent dans le sol. Au contact des roches en fusion, elles se chargent de minéraux, remontent en traversant les couches de sel et se cristallisent en surface. Les teintes jaunes et rouges témoignent de la présence d'oxyde de fer. Des milliers de cônes dressent leurs silhouettes surréalistes. Des vasques aux margelles jaunes enchâssent des eaux vert émeraude, descendant en gradins. De nombreux geysers crachotent, des sources thermales glougloutent. Le volcan, vaste zone saline dont les bords sont hérissés de centaines de cheminées de feu, abrite d'innombrables sources chaudes soufrées, de geysers et de fumerolles. C'est une vision étrange qui s'offre à nous. À 103 mètres sous le niveau de la mer, les eaux du lac Abdera s'étalent à perte de vue, jusqu'au pied des volcans endormis qui dominent ses rives. Mais ce n'est pas le paradis. Le lac est depuis des siècles une source importante de sel, qui une fois extrait est transporté et vendu sur les hauts plateaux éthiopiens. D'autres forçats du sel travaillent ici sous des températures accablantes. Payés à la tâche, leur seul salut est de travailler rapidement pour se protéger du soleil et attendre la fraîcheur du crépuscule. Tôt le matin, les hommes sont au travail pour profiter d'une relative fraîcheur.
Nos véhicules s'enlisent ou se bloquent sur quelques rocs acérés. Nous nous frayons lentement un chemin à travers une succession de blocs de lave, parsemés de coulées de sable noir. Notre but est de rejoindre l'Erta-Ale, l'un des rares volcans possédant un lac de lave permanent. L'Erta-Ale culmine à 613 mètres. Dans la journée, la température avoisine les 50 degrés. L'ombre y est inexistante. L'ascension se fera à la tombée de la nuit pour profiter d'une relative fraîcheur. Avec la nuit qui arrive, c'est une fantastique lueur rouge qui embrase le crépuscule et qui nous guide. On avance prudemment, à la frontale, sur d'anciennes coulées de lave. Les crêtes dentelées de la caldeira se découpent sur des parois rouge sang. 100 mètres plus bas, c'est le ressac du lac de lave que l'on entend. Malgré la chaleur qui monte, nos yeux sont rivés sur ces lignes de feu qui zigzaguent à sa surface. Par moments, des bulles de lave crèvent et explosent dans un fantastique bouillonnement de magma. Ah là, tu vois bien, la grille là. Regarde le sentiment avec lui, du moment. On a un peu de faux choix. Aujourd'hui, nous reprenons la route dans ces montagnes du centre-nord de l'Éthiopie. Nous allons rejoindre la Libella par la route de Sekota. L'itinéraire est magique. Il y a 10 ans que je n'ai pas revu la Libella. C'était pour la fête de l'Épiphanie et les célébrations du Timkat. En ce début mars, les 50 000 pèlerins venus y prier sont repartis. Je me rappelle du spectacle magique des églises entièrement sculptées dans la roche. Tout au long de l'année, sur ces hauts plateaux situés à plus de 2600 mètres d'altitude, des dizaines de milliers de pèlerins chrétiens orthodoxes convergent vers ces spectaculaires églises. Et les autres de l'église Mariam sont égales. Ville sainte des chrétiens orthodoxes d'Éthiopie depuis le XIIe siècle, la cité monastique de la Libella rayonne sur tous les chrétiens d'Éthiopie. Selon la tradition, le roi Djebré la Libella, vénéré comme un saint, jugea nécessaire de doter sa ville de nouveaux sanctuaires. De retour d'un exil à Jérusalem,
Il fit aménager le site de telle manière que sa topographie corresponde à une représentation symbolique de la Terre Sainte, d'où son appellation de Jérusalem noire. « 11 églises ont été taillées dans le tuf de la Libella. Les ouvriers de l'époque ne taillaient pas de gros blocs correspondant au volume de l'église qu'ils évidaient et taillaient ensuite. Au contraire, ils façonnaient chaque détail au fur et à mesure de la descente. Le plus incroyable, c'est que les ouvriers sculptaient et creusaient l'intérieur et l'extérieur en même temps. Ils évacuaient les gravats par les fenêtres, une technique élaborée pour un résultat parfaitement proportionné. Ce travail de titan a ensuite été complété par un vaste système de tranchées et de passages pour la circulation des fidèles. Le tuf se détériore. La majorité des églises monolithiques sont recouvertes de toitures métalliques pour les protéger des intempéries. La roche s'abîme moins. Par contre, d'un point de vue esthétique, cela donne une visibilité réduite d'ensemble. Il faut l'année souvent. J'ai déjà vu ça. C'est pas pour la femme seulement, les hommes aussi. À l'intérieur des églises, des œuvres religieuses abondent. Reliques, tentures, peintures et croix sacrées vous plongent dans une ferveur prenante. Les émotions sont très fortes tout au long du parcours. J'ai eu la chance de visiter la cité un dimanche, le jour des mariages et des célébrations. Autour de l'église Saint-Georges, il y avait une foule compacte, toute vêtue de blanc. La musique résonnait, percussions, trompettes et chants. Magique. Ah bah moi je mettrais un coup de javel pour piquer de salpette, mais bon c'est un problème. Et Jésus-Christ, il va protéger. Cet édifice religieux est niché au cœur des montagnes. Pour moi, c'est la plus esthétique de la Libella, car elle n'est pas protégée par un toit. En forme de croix grecque, l'église mesure 11 mètres de haut. Pour la réaliser, les ouvriers ont dû creuser dans la roche de tuf volcanique. Les parois sont entièrement sculptées. À l'intérieur, aucune peinture ni ornement sur les parois. La simplicité étant le fil conducteur de la construction. Cependant, de nombreuses tentures et tableaux sont exposés. On accède à l'intérieur du monument par une tranchée précédée d'un tunnel. Il n'y a pas la fenêtre comme ça à l'intérieur. Là. Mais les 4 a été prêtres et rois. Tout au nord du parc d'Awash, on trouve les sources chaudes de Filawa. Les eaux très claires de ces sources invitent à la baignade, mais elles ne sont pas aussi rafraîchissantes qu'il n'y paraît. La température avoisine 45 degrés. Par ailleurs, des crocodiles sont embusqués aux endroits les plus frais. La présence d'imposants palmiers doux que les nomades utilisent pour fabriquer des nattes renforce l'atmosphère bucolique du site. Le parc national d'Awash est réputé pour ses paysages volcaniques, plus que pour sa faune. Celle-ci est clairsemée et la présence des éleveurs caraïous dans le parc ne favorise pas la prolifération animale.
Le tracé du nouveau train Addis à Djibouti perturbe aussi les déplacements des animaux devenus beaucoup trop rares. Heureusement, les chutes d'eau de la rivière Awash sont un pur moment de bonheur et de rafraîchissement. Ces immenses cascades se déversent dans un magnifique canyon. Sa profondeur est de 150 mètres. Les eaux sont d'un marron profond. Interdiction de se baigner. Nous comprendrons vite pourquoi. Ici grouillent les crocodiles. Ceux-ci se prélassent sur les berges ou jouent dans les chutes. Depuis le lodge, plusieurs points de vue offrent une superbe perspective sur le canyon et les chutes. Cette vue des chutes marque la fin d'un beau périple en Abyssinie. Heureusement, le voyage ne s'arrête jamais. On le ramène avec soi, comme un trésor inestimable.